Je m'appelle Rosa et j'ai 66 ans. Ce que je vais vous dire a changé ma vie à jamais. Les funérailles de mon mari Ernest ont été le jour le plus calme de mon existence. Là, près de sa tombe, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a fait froid dans le dos. Je suis vivante. Ce n'est pas moi dans le cercueil, ai-je répondu, les mains tremblantes. Qui es-tu ? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne saurais le dire. Il nous observe. Ne faites pas confiance à nos fils. Cet instant m'a déchiré. Mon monde s'est effondré quand j'ai vu Charles et Henri, mes propres fils, debout près du cercueil, l'air étrangement calme. Quelque chose clochait. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes aussi froides que la glace. Pendant 42 ans, Ernest avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'ai rencontré à 24 ans dans la petite ville de Spring Creek. Nous avons grandi sur les mêmes chemins poussiéreux, partageant des rêves modestes. Je faisais des ménages pour aider ma mère malade, tandis qu'Ernest réparait des vélos dans un petit atelier hérité de son père. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, le véritable amour. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé. C'était un mardi matin. Je marchais vers le marché, vêtue de ma robe verte délavée et de mes chaussures usées. Il sortit de sa boutique, les mains tachées de graisse, et me sourit avec une timidité qui me fit immédiatement craquer. « Bonjour Margot », dit-il d'une voix douce. « Tu veux que je vérifie ton vélo ?» Je n'en avais pas, mais j'ai trouvé une excuse pour lui parler. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous sous le grand chêne de Town Square Park, puis en promesse d'amour éternel, et enfin en un mariage simple et plein d'espoir. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une maison de 2 chambres, avec un toit en tôle. Quand il pleuvait, nous disposions des pots partout dans la maison pour attraper les fuites, mais nous étions heureux. Ernest travaillait du lever au coucher du soleil, dans son atelier, et je cousais des vêtements pour les femmes de la ville. Quand Charles est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. C'était un beau bébé, avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Henry est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Ernest était un père merveilleux. Il les emmenait pêcher dans la rivière le dimanche, leur apprenait à bricoler et leur racontait des histoires avant de les coucher. Je les nourrissais, les habillais et les réconfortais lorsqu'ils pleuraient. Nous étions une famille unie. Du moins je le croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Charles, l'aîné, était toujours ambitieux. Dès son plus jeune âge, il nous demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henry suivait son exemple en tout, comme toujours. Quand Charles eut 18 ans, Ernest lui proposa un emploi au magasin, mais il le refusa avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots blessèrent profondément Ernest, même s'il ne me les a jamais adressés. Je le voyais assis sur le porche le soir, contemplant les étoiles d'un air triste. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années passèrent et, à ma grande surprise, Charles réussit à se faire un nom dans le monde des affaires. Il décrocha un emploi dans une agence immobilière de la ville. Henri le suivit peu après. Ils ont tous deux commencé à gagner de l'argent, bien plus que ce qu'Ernest et moi avions jamais vu. Au début, j'étais si fière. Mes fils avaient réussi ce que nous n'avions jamais pu faire, échapper à la pauvreté et bâtir une vie meilleure. Mais peu à peu, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites se sont espacées et les appels téléphoniques se sont faits plus courts. Lorsqu'ils venaient enfin, c'était dans des voitures de luxe, vêtus de costumes élégants, parlant d'investissement et de biens immobiliers. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman », m'a dit Charles lors d'une de leurs visites sporadiques, « papa et toi devriez déménager dans un endroit plus agréable. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison. Mais cette maison abritait tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos fils, que nous avions partagé des milliers de repas, que nous avions vieilli ensemble. Ce n'était pas luxueux,
Mais c'était notre maison. Ernest, toujours sage, me disait « Marot, l'argent a changé nos garçons. On ne leur suffit plus. » Je refusais d'y croire. Je justifiais sans cesse leurs absences, leurs appels intempestifs, leurs promesses non tenues. Ils sont occupés à construire leur vie. Je me disais qu'un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond de moi, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je perde mon mari. Je ne savais pas à quel point nous étions devenus étrangers à leurs yeux. Le changement le plus radical eut lieu lorsque Charles épousa Jasmine Albright, une citadine qui ne cachait jamais son mépris pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il la ramena chez lui, elle arriva avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la poussière de notre porche et une élégante robe rouge qui semblait plus chère que tout ce que j'avais jamais possédé. « Enchantée », dit-elle avec un sourire forcé, étendant à peine le bout des doigts pour me saluer. Son regard scrutait notre humble demeure avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, mais qui me faisait me sentir petite. Pendant le dîner, Jasmine toucha à peine à la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle remuait le pain de viande dans son assiette et coupait de minuscules morceaux de poulet, mais elle ne mangea presque rien. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses dont il n'avait jamais eu honte auparavant. La prochaine fois, on les emmènera au restaurant. Il murmura quelque chose à Jasmine, pensant que je ne l'entendais pas, mais je l'entendis. Chaque mot me transperçait le cœur comme un couteau. Henri, quant à lui, resta célibataire, mais adopta la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales, et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment au téléphone, à conclure des affaires, même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller », disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante demain matin. » Les dimanches en famille n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Les Noëls devenaient froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures, puis repartaient avec un soulagement évident. Ernest et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant mutuellement. Il continuait à travailler dans son atelier, même si ses mains n'avaient plus la même force. J'ai continué à coudre, mais mon regard n'était plus le même. Nous nous contentions de nos maigres revenus, fiers de ne rien demander à nos fils qui avaient réussi. « Sais-tu ce qui est le plus triste, Margot ?» m'a dit Ernest un soir, alors que nous prenions un café sur la véranda. Ce n'est pas qu'ils ont de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous n'étions plus importants. Il avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement, ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un souvenir pénible d'un passé qu'ils voulaient oublier. La situation s'est aggravée lorsque Charles a acheté une maison à 200 000 $ dans un quartier huppé de la ville. Henri a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe à 150 000 $. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortunes inimaginables. « Tu devrais vendre cette maison et emménager dans une résidence pour retraités », m'a suggéré Jasmine lors d'une de ses rares visites. « Il y a de très beaux endroits pour les gens de ton âge. Tu y serais plus à l'aise. » Le mot « communauté » m'a frappé comme une claque. Une résidence pour retraités. Après 40 ans passés à construire notre foyer, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer dans une maison. « Nous n'avons pas besoin d'une maison », répondit Ernest avec la dignité qui l'avait toujours caractérisé. « Nous sommes bien ici, dans notre maison. » Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Charles et Henri. Ils soutenaient l'idée de Jasmine. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus commode. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Charles est arrivé un jour, des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », a-t-il dit avec ce sourire faux qu'il avait perfectionné, « j'ai pensé à votre avenir. Cette maison vaut au maximum 1 000 $. Si tu la vends, je peux ajouter un peu d'argent pour que tu puisses déménager dans un endroit plus agréable, un meilleur endroit. » Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Charles ne comprenait pas ça. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à une valeur monétaire. De plus, continua-t-il, je pense que papa devrait prendre sa retraite du commerce. Il a déjà 70 ans.
Il est temps de se reposer. Ernest le regarda avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, insista Henri, soutenant son frère, comme il le faisait toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Leurs paroles semblaient bienveillantes, mais je percevais quelque chose de plus profond, une impatience, une urgence, que je ne parvenais pas à saisir pleinement. Les mois suivants furent tendus. Mes fils ont accentué la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont fait appel à des agents immobiliers sans nous prévenir. Ils ont fait estimer la maison sans notre autorisation. Ils ont même commencé à discuter de ce qui serait le mieux pour tout le monde. « Écoutez », nous a dit Charles lors d'un dîner particulièrement embarrassant. « Jasmine et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si tu vends la maison et que tu déménages dans un endroit plus petit, cet argent pourrait constituer un héritage anticipé. » Un héritage anticipé ? Il demandait notre héritage de notre vivant. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix. Nest est resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à toi. Mais tant que nous sommes en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne sois pas têtu, coupa Henry avec une dureté que je ne lui avais jamais vue auparavant. Tu es vieux maintenant. Tu ne peux plus vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi avons discuté jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons évoqué la possibilité que nos fils ne soient pas ceux que nous pensions avoir élevés. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Margot », m'a dit mon mari avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'imaginais pas à quel point ces paroles étaient justes. Je ne pouvais pas imaginer que mes propres fils préparaient quelque chose qui changerait nos vies à jamais. J'ignorais que la tragédie qui allait arriver ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles remonte à 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il était venu seul, sans Jasmine, et avait l'air plus sérieux que d'habitude. « Maman ?» dit-il, assis à la table de la cuisine, où il avait pris tant de petits déjeuners quand il était enfant. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi prendrons toujours soin de toi. » Ces mots m'avaient apaisé sur le moment, mais maintenant, en me les rappelant près de la tombe d'Ernest, ils me font froid dans le dos. Pourquoi a-t-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Ernest était parti tôt pour faire les courses, comme il le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son déjeuner préféré, un pain de viande et de la purée de pommes de terre, lorsque le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a fait froid dans le dos. « Madame Hayes ?» a demandé une voix que je ne connaissais pas. « J'appelle de l'hôpital Mémorial. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont brouillés dans mon esprit comme de l'encre et de l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes se sont transformées en gelée et j'ai dû m'agripper au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Est-il en vie? Est-il aux soins intensifs? Madame, venez au plus vite. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar brumeux. Ma voisine Doris a dû me conduire car je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Pendant tout le trajet, mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Ernest était prudent, méticuleux dans son travail. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Arrivé à l'hôpital, Charles et Henry étaient déjà là. J'en étais surpris, car personne ne les avait encore prévenus. Du moins pas moi. Mais désespéré, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Maman !» dit Charles en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère. « Papa est en mauvais état. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il souffre de graves brûlures et d'un traumatisme crânien. » Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose clochait dans son expression. Il semblait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes, plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. « On peut le voir ?» demanda-je, désespéré. Seulement la famille proche, une à la fois, et pendant 5 minutes maximum, m'a expliqué l'infirmière. En entrant dans la salle de soins intensifs, j'ai eu un pincement au cœur. Ernest était relié à une 12aine de machines.
des bandages recouvrant presque tout son visage et ses bras. Je l'ai à peine reconnu. Sa respiration était laborieuse, artificielle, assurée par des machines qui émettaient des bips constants. Je me suis approchée de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Sérieux, mon amour, je suis là. Tout ira bien. Tu vas te rétablir, comme toujours. » L'espace d'un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux bougeaient derrière ses paupières closes. Il se battait. Mon guerrier luttait pour me rejoindre. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je vivais pratiquement à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henry m'accompagnaient à tour de rôle, mais ils semblaient toujours plus intéressés par les discussions avec les médecins que par le réconfort de leur père. J'ai entendu des conversations fragmentées que je n'ai pas bien comprises sur le moment. Henry posait des questions sur l'assurance maladie et le coût des soins. Charles était au téléphone et parlait des assurances vie et des bénéficiaires. « Maman, » m'a dit Charles le 2e jour, « nous avons examiné l'assurance de papa. Il a une assurance vie de 50 000 $. Il a aussi une assurance accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 $ de plus. Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Ernest luttait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance plutôt que du rétablissement de son père? L'argent m'est égal, ai-je répondu durement. Je veux juste que ton père aille mieux. Bien sûr, maman, dit-il, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui ne me plaisait pas. Une froideur, une calculatrice en marche, tandis que son père était mourant. Le 3e jour, les médecins nous ont annoncé la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Patterson, un homme d'un certain âge à l'expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. « Madame Hayes, commença-t-il doucement, l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que prévu. Il faut être réaliste quant à ses chances. Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je demandé, même si mon cœur connaissait déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans le coma artificiel. On pourrait le maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, eh bien, il est très peu probable qu'il reprenne un jour conscience. Mon monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage, une vie entière construite ensemble. Et maintenant, on me disait que tout s'évanouissait comme de la fumée. On veut tout essayer, ai-je dit en sanglotant. Peu importe le prix, peu importe le temps que ça prendra. Mais Charles échangea un regard avec Henry qui me déstabilisa profondément. « Maman, » dit Charles d'une voix qui s'efforçait de paraître compréhensive, « il faut être pragmatique. Papa ne voudrait pas vivre comme ça. Il disait toujours qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour qui que ce soit. Un fardeau. » J'explosais d'une fureur que je ne connaissais pas. « C'est ton père. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui t'a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour te donner le meilleur de lui-même. »« On sait, maman, » intervint Henry. « Mais il faut aussi penser à toi. Les frais médicaux vont être exorbitants. Ils pourraient anéantir toutes tes économies. Encore une fois, l'argent, toujours l'argent. Mon mari était mourant et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai pris la main d'Ernest et je lui ai parlé comme s'il m'entendait. « Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » C'est alors qu'il s'est produit quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts ont légèrement bougé, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres remuaient comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. J'ai appelé les infirmières, désespéré. Il réagit. Il essaie de parler. Mais à leur arrivée, Ernest avait retrouvé son état initial. L'infirmière vérifia les moniteurs et secoua la tête. « Il arrive qu'il ait des spasmes musculaires involontaires, madame. Cela ne veut pas dire qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais ressenti. Ernest avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines se sont déclenchées. Les lumières ont clignoté.
Les infirmières se sont précipitées dans la chambre d'Ernest. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillée. « Non, non, non !» ai-je crié, en courant vers la chambre. Les médecins ont tenté pendant 40 minutes de le réanimer, mais en vain. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me suis effondrée près de son lit, serrant son corps encore chaud contre moi, refusant d'accepter qu'il soit parti pour toujours. Charles et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils s'attendaient à l'appel. Ils avaient apporté des papiers, des documents et les numéros de téléphone des pompes funèbres. « On a déjà parlé aux pompes funèbres de Spring Creek », m'a dit Charles alors que je pleurais encore, inconsolable. « Ils peuvent venir chercher le corps ce matin. » Nous avons également contacté l'assurance, a ajouté Henri. La procédure de réclamation est déjà en cours. Comment ont-ils pu être si efficaces, si organisés et si froids 1 heure seulement après le décès de leur père? Quelque chose clochait, mais mon chagrin était si intense que je n'arrivais pas à réfléchir clairement. Les funérailles étaient prévues pour le lundi suivant. Charles s'est occupé de tout sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus courte, comme s'il voulait en finir au plus vite. C'est ce que papa aurait voulu, a-t-il dit quand je me suis plainte de ne pas avoir été impliquée dans les décisions. Quelque chose de simple, sans chichi. Mais Ernest méritait mieux que cette précipitation indécente à l'enterrer et à l'oublier. Le jour des funérailles arriva, nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait Ernest. Je portais ma seule robe noire, la même que celle que j'avais portée pour les funérailles de ma mère des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Doris dut m'aider à boutonner les petits boutons du dos. « Sois forte, Margot », murmura ma chère amie en me coiffant soigneusement. Ernest aurait voulu te voir forte, mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille vide. 42 ans de mariage ne s'enterrent pas si facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait lui. Sa tasse à café sur la table, ses outils sur le porche, son oreiller qui sentait encore son odeur. Arrivé au cimetière, j'ai été surpris par le peu de monde présent. Je m'attendais à voir d'autres collègues d'Ernest, d'autres voisins, d'autres connaissances, mais il n'y avait que Charles, Henri, Jasmine, Doris, moi et le pasteur. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans la même ville et qui avait aidé tant de gens, les funérailles semblaient étrangement vides. « Où sont les gars de l'atelier ?» ai-je demandé à Charles. « On ne voulait déranger personne », a-t-il répondu rapidement. Papa était quelqu'un de réservé. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais c'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Charles avait-il décidé de tout rendre si secret, si précipité? Pendant la cérémonie, j'observais mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Charles avait une expression solennelle, digne de l'occasion, mais son regard se posait constamment sur sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jasmine consulta discrètement son téléphone derrière son voile noir. C'est ainsi qu'ils disaient au revoir à leur père, avec impatience et distraction. Le pasteur parla de la vie éternelle, du repos bien mérité, de la réunion avec Dieu. Ces mots sonnaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Ernest repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi, que nous continuions à vieillir ensemble, que nous continuions à boire du café sur la véranda tous les soirs. Au moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes refusaient de me soutenir. Doris devait me soutenir, tandis que je sanglotais sans retenue. Le bruit de la terre heurtant le bois était définitif, décisif, sans espoir. C'est à cet instant précis, devant la tombe de mon mari, que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je suis vivante. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si j'avais des hallucinations. Je perdais la raison à cause du chagrin. Les mains tremblantes, j'ai demandé « Qui es-tu » La réponse est venue immédiatement. Je ne peux pas le dire. Ils nous observent. Ne faites pas confiance à nos fils. Le téléphone m'est tombé des mains comme s'il brûlait. Doris s'est penchée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté brusquement.
Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages, pas avant de comprendre ce qui se passait. « Tu vas bien, maman ?» demanda Charles en s'approchant, l'air inquiet. Je le fixais, cherchant un indice sur son visage. Son regard semblait sincère. Mais maintenant, chaque geste, chaque mot, chaque expression me paraissait suspect. « Je vais bien », mentis-je en rangeant le téléphone dans mon sac à main. « Je dois juste rentrer. » Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à me sortir ces messages de la tête. Était-il possible que quelqu'un me joue un tour cruel au pire moment de ma vie? Ou était-il vraiment possible qu'Ernest soit vivant? Mais s'il était vivant, qui avions-nous enterré? Et s'il n'était pas vivant, qui connaissait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi précis sur nos fils? Ce soir-là, seul dans ma maison, qui ressemblait maintenant à un tombeau, j'ai passé en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange dès le début. D'après Charles, une machine avait explosé dans l'atelier, mais Ernest connaissait chaque vis et chaque fil de cet endroit. Il était méticuleux en matière d'entretien, obsédé par la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés si vite à l'hôpital si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier, j'étais le contact d'urgence. Comment avait-il été au courant de l'accident avant moi? Et puis, il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henri avaient parlé de police d'assurance et de bénéficiaires, comme s'ils attendaient ce moment, s'y préparaient. J'ai décidé de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il conservait tous ses documents importants dans une boîte métallique. Les polices d'assurance, l'acte de propriété, les documents du magasin, tout y était. J'ai retrouvé la police d'assurance vie de 50 000 $, dont Charles avait parlé. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour 6 mois plus tôt, portant la couverture de 5 000 $ à 50 000 $. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'en avait jamais parlé. Et surtout, qui le lui avait suggéré? J'ai continué mes recherches et trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une assurance accident du travail dont j'ignorais l'existence, souscrite 2 mois seulement avant son décès. 5 000 $ en cas de décès accidentel au travail. 15 000 au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune assez alléchante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone vibra de nouveau. Encore un message du même numéro inconnu. Vérifier le compte bancaire, voir qui a transféré de l'argent. Cette fois, je n'hésitais pas. Cette personne, quelle qu'elle soit, en savait trop pour être une farceuse. Elle savait pour l'assurance. Elle savait pour mes fils. Il connaissait des détails que seuls nos proches pouvaient connaître. Le lendemain, je me suis rendue à la banque où Ernest et moi avions conservé notre compte pendant 30 ans. Madame Thompson, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueillie avec ses sincères condoléances. Margot, je suis tellement désolée pour Ernest. C'était un homme bien. Merci, Madame Thompson. Je suis venue vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Elle m'a montré les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a figé. Au cours des 3 derniers mois, d'importants retraits avaient été effectués sur notre compte épargne. 1 000 $ en janvier, 3 000 $ en février, 4 000 $ en mars. De l'argent que j'ignorais avait été transféré. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé, la voix tremblante. Votre mari est venu en personne, expliqua Madame Thompson. Il a dit avoir besoin d'argent pour des réparations à l'atelier, mais je tenais les comptes du ménage. Je savais exactement combien d'argent nous avions et ce que nous dépensions. Ernest n'avait jamais parlé de réparations coûteuses à l'atelier, et nous n'avions certainement jamais envisagé de retirer des milliers de dollars de nos économies. « Avez-vous les signatures pour ces retraits ?» demandai-je. Elle me montra les reçus. Effectivement, on aurait dit la signature d'Ernest, mais son écriture semblait bizarre. Elle était trop tremblante, trop incertaine pour son écriture habituellement ferme et claire. « Madame Thompson ?» demandai-je, le cœur battant. Était-il venu seul pour effectuer ses retraits? Ou était-il accompagné? Elle réfléchit un instant. « Maintenant que tu le dis, je crois qu'il est venu avec l'un de tes fils 1 ou 2 fois.
Charles, je crois qu'il a dit qu'il aidait son père avec les papiers, car Ernest avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Charles, mon fils avait été impliqué dans des retraits d'argent dont j'ignorais l'existence, prétextant la fatigue oculaire de son père, mais Ernest voyait parfaitement bien avec ses lunettes qu'il ne quittait jamais de la journée. Cet après-midi-là, alors que je consultais les reçus bancaires encore et encore, j'ai reçu un autre message. L'assurance était leur idée. Ils ont convaincu Ernest qu'il avait besoin d'une meilleure protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les polices d'assurance mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés, la présence de Charles dans des transactions dont j'ignorais tout, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur durant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était de savoir s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Ernest, comment ils s'y étaient pris, et qui m'envoyait ces messages. Comment cette personne pouvait-elle savoir autant de choses sur ce qui s'était passé? Les jours suivants furent un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Charles, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance me semblait un masque masquant, quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de preuves supplémentaires avant d'accepter une vérité aussi horrible que celle qui prenait forme dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. « Va à la boutique d'Ernest. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. » J'ai décidé d'aller au magasin pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé. Mais en arrivant, j'ai découvert quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Le magasin était étrangement propre, trop propre pour avoir été le théâtre d'une explosion. Il n'y avait aucune trace de brûlure sur les murs, aucun débris, aucune trace des dégâts qu'un accident aussi grave aurait dû causer. « Où est la machine qui a explosé ?» demandai-je à voix haute. J'ai inspecté l'atelier et constaté que chaque machine fonctionnait parfaitement à sa place. Le poste à souder, le compresseur, la scie électrique, tout était intact. Quelle avait donc été la cause de l'accident? Dans le bureau d'Ernest, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Un mot écrit de sa main, daté de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que j'ai besoin d'une assurance supplémentaire. Il dit que c'est pour Margot. Mais quelque chose cloche. Je ne lui fais pas confiance. Sous ce mot, il y en avait un autre. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit qu'ils doivent moderniser le magasin, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette précipitation? Mon mari avait des soupçons. Il avait pressenti les mauvaises intentions de nos fils, mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée à mon nom. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. C'était une lettre d'Ernest. Ma très chère Margot, si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Ces derniers mois, j'ai remarqué d'étranges changements chez Charles et Henri. Ils s'intéressent trop à notre argent, à l'assurance, à la vente de la maison. Jasmine leur met beaucoup de pression. Hier, Charles m'a dit que je devrais me soucier davantage de ma sécurité, car à mon âge, le moindre accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots sonnaient comme une menace. Je t'aime, Margot. S'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance aveuglément à personne, pas même à nos fils. La lettre m'échappa des mains. Ernest avait pressenti sa propre mort. Il avait vu les signes que, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Ce soir-là, Charles vint me rendre visite. Il arriva avec une bouteille de vin et un sourire qui semblait maintenant complètement faux. « Maman, j'ai réfléchi à ton avenir, dit-il en se versant un verre sans me demander si j'en voulais un. L'argent de l'assurance. C'est déjà en cours. Ce sera 15 000 $. Comment sais-tu le montant exact? Demandai-je, feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu avais assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. D'après ses propres mots, Charles l'avait poussé. Et que penses-tu que je devrais faire de cet argent? Demandai-je en observant attentivement sa réaction. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui me fit froid dans le dos. Tu pourrais acheter une maison plus petite et plus confortable, ou mieux encore, emménager dans une belle résidence pour retraités où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour qu'il fructifie. Gérer le mien.
On veut juste prendre soin de toi, maman. À ton âge, c'est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. On s'y connaît en investissement et en affaires. On pourrait tripler cette somme en quelques années, tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur poche. Laisse-moi y réfléchir, dis-je, essayant de gagner du temps. Bien sûr, dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop longtemps. Pour ton bien. Après leur départ, je restais assise dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, ma chair et mon sang, avaient non seulement assassiné leur père, mais maintenant ils projetaient de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré, un message plus long que les autres m'a été envoyé. Demain, rendez-vous au commissariat, demandez le rapport sur l'accident d'Ernest. Il y a des contradictions que vous devez connaître. Le lendemain, je me suis rendue au commissariat local. Le sergent O'Connell, qui connaissait Ernest depuis des années, m'a accueilli aimablement. « Le rapport sur l'accident de votre mari ?» demanda-t-il, l'air confus. « Quel accident, Madame Hayes ?»« De son atelier, quand la machine a explosé. » Le sergent consulta ses dossiers et secoua la tête. « Nous n'avons aucun rapport d'explosion à l'atelier d'Ernest. En fait, nous n'avons aucun rapport d'accident du travail impliquant votre mari. » J'ai senti le monde vaciller sous mes pieds. Mais mon fils a dit que c'était un accident au magasin. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Madame Hayes, votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin, mais pas suite à un accident du travail. D'après le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'intoxication. Empoisonnement. Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang, une quantité suffisante pour provoquer la cécité, des lésions cérébrales et finalement la mort. L'hôpital aurait dû vous informer de cet empoisonnement. Il ne s'agissait ni d'une explosion, ni d'un accident du travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. Pourquoi personne ne m'a rien dit, ai-je demandé, la voix brisée. La famille proche, signataire des papiers de l'hôpital, a demandé que l'information reste confidentielle pour éviter toute spéculation inutile. Elle a dit « Vous étiez trop fragile émotionnellement pour gérer les détails techniques. » La famille proche. Charles et Henry avaient caché la véritable cause de l'état d'Ernest, inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, moi y compris, pour dissimuler un meurtre. Madame Hayes, poursuivit le sergent, si vous soupçonnez les circonstances de la mort de votre mari, nous pourrions ouvrir une enquête officielle. J'avais plus que des soupçons. J'étais certain que mes propres fils avaient assassiné leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Henri rentra avec un bouquet de fleurs et le même sourire faux que Charles. « Comment vas-tu, maman ? Tu as l'air fatiguée ?»« Je vais bien, » mentis-je, observant chacun de ses gestes sous un angle nouveau. « Je pense juste à l'avenir. » « C'est bien. Charles et moi avons discuté. Nous pensons que tu devrais vendre la maison bientôt, tant qu'elle est encore fraîche sur le marché immobilier. Pourquoi cette précipitation ? Eh bien, les vieilles maisons perdent vite de la valeur, et il faut des liquidités. Frais funéraires, factures médicales en suspens, encore des mensonges. Les funérailles avaient été bon marché, presque insultantes, et il n'y avait pas de facture médicale en suspens car l'assurance hospitalisation les avait prises en charge. « Henry, dis-je en le regardant droit dans les yeux, tu savais que ton père n'était pas mort d'un accident du travail. » Pendant une fraction de seconde, j'ai lu la panique dans son expression, mais il s'est vite repris. « De quoi parles-tu, maman ? » Je suis allée au commissariat. On n'a pas signalé d'explosion dans la boutique de ton père. Cette fois, la panique était plus palpable. « Maman, tu ne devrais pas faire des choses comme ça. Ils vont te perturber. Le chagrin te gagne. Le chagrin me gagne. Ou alors, tu m'as menti. » Il s'est levé brusquement, renversant le café que je lui avais servi. « Je crois que tu as besoin de te reposer. On parlera quand tu seras plus calme. » Il est parti rapidement, mais pas avant d'avoir passé un coup de fil depuis le porche, même si je n'ai pas entendu les mots. Le ton était pressant, inquiet. Ce soir-là, j'ai reçu le message le plus révélateur de ma vie. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle, que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas et ne prends rien de ce qu'ils te proposent, ni à manger, ni à boire.
La prédiction du mystérieux message s'est réalisée exactement comme elle l'avait prédit. Le lendemain, Charles et Henri sont arrivés ensemble chez moi, accompagnés de Jasmine. Ils avaient des expressions d'inquiétude exagérées et un sac de viennoiseries de la boulangerie du centre-ville. « Maman, on s'inquiète tellement pour toi », commença Charles d'une voix mielleuse. « Les voisins nous ont dit que tu te comportais bizarrement. Doris dit que tu te parles à toi-même, que tu ne manges pas bien. » Doris n'avait jamais dit ça. C'était juste un mensonge de plus dans leur collection grandissante. « Jasmine t'a apporté tes pâtisseries préférées », ajouta Henri en désignant le sac. « Et on a fait un café spécial de cette marque que tu aimes tant. » Je me souvenais des mots du message. « Ne prends rien de ce qu'ils te proposent. » Il est possible qu'ils aient voulu m'empoisonner moi aussi, comme ils ont empoisonné Ernest. « Merci, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner, dis-je en gardant mes distances. »« Mais maman, » insista Jasmine avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu dois manger correctement. Tu as beaucoup maigri depuis la mort de papa Ernest. »« Je vais bien, » répétai-je fermement. Charles échangea un regard significatif avec Henri. C'était le même regard qu'ils avaient échangé à l'hôpital quand le médecin nous avait annoncé le pronostic pour Ernest. « Maman, » dit Charles en s'asseyant plus près de moi. « Nous voulons te parler de quelque chose d'important. Henri et moi avons consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. »« Mon comportement ? » ?»« Oui. Les questions étranges que tu poses, les visites au commissariat, cette obsession pour des détails superflus sur papa. C'est normal après une perte aussi terrible, mais ça peut être dangereux si on ne le soigne pas. » Henri hocha gravement la tête. Nous avons parlé au docteur. « Albright ? Il dit qu'il est courant chez les personnes âgées de développer une paranoïa après la perte d'un partenaire, surtout les femmes de votre âge. Paranoïa. Il m'accusait d'être folle, d'avoir découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque, ai-je dit avec toute la fermeté dont j'étais capable. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser dès le début. Quelles questions ? Charles m'a interpellé. Comme, pourquoi il n'y a pas de rapport de police pour le prétendu accident de ton père ? Comme pourquoi le magasin est impeccable s'il y a eu une explosion ? Comme pourquoi tu as retiré 5 000 $ de notre compte sans rien me dire ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous trois échangèrent des regards de panique à peine dissimulés. « Maman, » dit finalement Henri, « ces choses ont une explication simple. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret. Comme « surprise pour toi ». Quelle surprise ? Il voulait rénover la maison. Charles mentit. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit et repeindre les murs. Tous les accidents du travail ne nécessitent pas de rapport, surtout lorsqu'ils surviennent sur une propriété privée. Encore des mensonges. Le sergent O'Connell avait été très clair. Tout accident du travail avec blessure grave nécessite un constat officiel. « Maman », intervint Jasmine d'une voix douce mais condescendante, « nous voulons juste prendre soin de toi. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait préférable que tu sois placé dans un lieu avec des soins médicaux spécialisés. Un foyer, une maison de retraite spécialisée, » corrigea Charles. « Pour les personnes qui traversent un deuil complexe. Ils ont des psychologues, des infirmières, des activités pour vous occuper. » Et en attendant, Henri a ajouté « On peut s'occuper de la vente de la maison, de la gestion de l'assurance, de toutes ces choses compliquées que vous ne devriez pas avoir à gérer dans votre état actuel. » Voilà, le plan était complet. Me déclarer mentalement incapable, me placer dans un logement et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Ernest pour l'argent de l'assurance, et maintenant ils voulaient me voler aussi. Et si je refusais ? Leur ai-je demandé. « Pourquoi refuserais-tu » demanda Charles avec un sourire qui me fit froid dans le dos. « On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que c'est ma maison. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ferveur. C'est ici que je t'ai élevée. Maman, » dit Henri avec un soupir exagéré, « tu ne peux pas vivre éternellement dans le passé. Papa est parti. Tu dois l'accepter et aller de l'avant. Je l'ai accepté, mais cela ne veut pas dire que je vais donner ma vie et mon argent. » L'inquiétude commença à se fissurer sur le visage de mon fils. «
Charles se leva brusquement. D'accord. Si tu n'entends pas la voix de la raison, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous pouvons engager une procédure judiciaire pour vous faire déclarer mentalement inapte. Nous avons des témoins de votre comportement erratique. Nous avons des témoignages de médecins qui confirment que vous souffrez de paranoïa scénique. Des médecins ? Quels médecins ? Je n'avais parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Albright a déjà signé un rapport préliminaire, ajouta Henry. Il dit que, d'après nos descriptions de votre comportement, vous avez probablement besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental basé uniquement sur les dires de mes fils. Combien leur avait-il coûté d'acheter cette fausse évaluation ? Vous pouvez donc coopérer volontairement, poursuivi Charles, ou on peut le faire légalement, mais dans tous les cas, tu recevras l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne donnais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient la justice pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur, mais pas trop de temps pour ton bien. Après leur départ, j'étais assise dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, issus de mon sang, avaient non seulement assassiné leur père, mais ils projetaient maintenant de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone vibra, un message plus long que les autres s'afficha. Margot, voici Steven Callahan, détective privé. Ernest m'a embauché 3 semaines avant sa mort car il se méfiait de Charles et Henry. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé à son café du petit déjeuner. J'ai des enregistrements audio de leur conversation, de la planification de tout. Demain à 15h, allez au café du coin, installez-vous à la table du fond, j'y serai. Enfin, je saurai qui m'envoyait ces messages et surtout, j'aurai les preuves nécessaires pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais plus beaucoup de temps. Charles et Henry avaient dévoilé leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermée chez eux pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans face à 2 hommes sans pitié, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité finit toujours par éclater. Ce soir-là, pour la première fois depuis la mort d'Ernest, j'ai souri, car je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allait me permettre d'obtenir justice. Charles et Henry avaient sérieusement sous-estimé leur mère. Ils allaient découvrir qu'une femme se battant pour la mémoire de son mari assassiné était une force plus puissante que toute leur cupidité réunie. Le lendemain arriva, empli de nervosité et d'impatience. Je m'habillai avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions importantes. Si je voulais rencontrer l'homme qui pourrait m'apporter les réponses dont j'avais besoin, je voulais être prête à toute révélation. À 14h30, je me dirigeais vers le café du coin d'un pas déterminé mais prudent. Chaque ombre me semblait suspecte. N'importe qui dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'accusaient commençait à me sembler justifiée. Le café était plutôt plein. Je me suis dirigée directement vers la table du fond, comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, les mains légèrement tremblantes sur la table, en bois usé. À 15h précises, un homme d'une 50aine d'années s'est approché de ma table. Il était grand, grisonnant, avec un regard intelligent et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame Hayes ?» demanda-t-il à voix basse. J'ai hoché la tête, hésitant encore à me fier à ma voix. « Je suis Steven Callahan. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Ernest était un homme bien. » Il s'assit en face de moi et posa le dossier sur la table. « Avant de te montrer ce que j'ai, sache que ce que tu vas entendre et voir va être très douloureux. »« Es-tu prêt ?»« Je me prépare depuis ton premier message, » répondis-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Steven ouvrit le dossier et en sortit un petit dictaphone. Ernest est venu me voir il y a 1 mois. Il s'inquiétait du comportement de son fils. Il m'a engagé pour enquêter discrètement. Il a appuyé sur le bouton « Play ». La voix d'Ernest, si familière et si douce,
a rempli le petit espace entre nous. Steven, sache que s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. Charles et Henry m'ont fait pression pour que j'augmente mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers, m'a-t-il dit, destinés à mieux protéger Margot. Mais en les lisant, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui leur étaient directement favorables. Mon cœur s'est emballé. Entendre la voix d'Ernest m'a donné l'impression de le retrouver quelques minutes, mais ses paroles ont confirmé mes pires soupçons. L'enregistrement continua. Henry posait des questions étranges sur ma routine quotidienne, ce que je mangeais au petit déjeuner, à quelle heure je quittais la maison, si Margot venait faire les courses avec moi. Il disait que c'était par inquiétude, mais quelque chose dans sa façon de poser les questions m'inquiétait. Steven mit l'enregistrement sur pause. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant sa mort, mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a passé un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Charles au téléphone en fond sonore. Non, on ne peut plus attendre. Le vieil homme commence à avoir des soupçons. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant à son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement, car les symptômes ressemblent à ceux d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Non. Maman ne posera pas de problème. Après la mort de papa, elle sera tellement anéantie qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était la voix de mon fils, mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a autre chose, dit doucement Steven. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouvel enregistrement commença. Cette fois, c'était Henry qui parlait à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Charles va mettre du méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un complément vitaminé spécial recommandé par un médecin. Cet idiot va le boire sans se douter de rien. Les symptômes commenceront par des étourdissements et de la confusion, puis une perte de la vue, des convulsions, puis le coma. Les médecins penseront à un AVC ou à une crise cardiaque. Lorsqu'ils réaliseront qu'il s'agit d'un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les garçons que j'avais réconfortés dans leurs cauchemars, soient capables d'une chose aussi monstrueuse? Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Demandai-je à travers mes sanglots. Ernest m'avait demandé d'installer des micros chez vous, expliqua Steven. Il avait peur, mais il savait pas exactement de quoi. Nous les avons placés sur le téléphone fixe et à d'autres endroits stratégiques. Il sortit une série de photos du dossier. J'ai aussi ce Charles achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 mètres de la ville. Il a payé en espèces et sous un faux nom, mais j'ai une vidéo. Les photos montrent clairement Charles quittant la quincaillerie avec une petite bouteille à la main. La date sur les photos était 5 jours avant la mort d'Ernest. Et Steven a continué en me montrant d'autres documents. Voici les relevés financiers de Charles et Henry des 6 derniers mois. Ils ont dépensé bien plus d'argent que ne le justifiaient leurs revenus. Charles doit 70 000 $ à un prêteur de la ville. Henry a 40 000 $ de dettes de jeu. Ils étaient désespérés. Tout a commencé à prendre sens. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé le meurtre d'Ernest, c'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'as-tu pas alerté la police immédiatement après la mort d'Ernest? Je lui ai demandé. Parce que Charles et Henry sont très malins. Ils ont soudoyé le médecin qui a soigné Ernest à l'hôpital pour qu'il modifie le diagnostic officiel. Au lieu d'un empoisonnement, le certificat de décès mentionne une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Sans ces preuves médicales, mes enregistrements n'auraient être pas suffi à une condamnation. Mais maintenant, nous avons toutes les preuves, dis-je, avec un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vos fils aussi prévoyaient de vous tuer. Steven passa un dernier enregistrement, cette fois avec les voix de Charles et Henry réunies. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra aussi se débarrasser de maman, dit Charles. On ne peut pas risquer qu'elle se méfie ou que quelqu'un d'autre lui mette des idées en tête. Comment? Demanda Henry. Comme pour papa. Mais cette fois,
On peut faire passer ça pour un suicide par dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari. Personne ne remettra ça en question. Et l'argent était son seul héritier. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance, presque 200 000 $ au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de façon incontrôlable. Mes fils avaient non seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Tout ça pour de l'argent. Madame Paix, dit doucement Steven, je sais que c'est dévastateur, mais nous avons suffisamment de preuves pour les faire payer. Que faisons-nous maintenant ? Demandai-je en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller voir la police avec toutes ces preuves. Le sergent O'Connell est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Ensuite, nous devons agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incapable demain. S'ils réussissent, il sera beaucoup plus difficile de poursuivre en justice demain. Oui, j'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Il rencontre le juge Miller à 10 heures pour lancer la procédure d'incapacité mentale. Je me suis levée de table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Ensuite, il faut agir ce soir. Exactement, a confirmé Steven. Mais d'abord, il y a encore une chose que je veux vous montrer. Il a pris une dernière photo du dossier. Sur celle-ci, Ernest quittait une clinique que je ne connaissais pas. 3 jours avant sa mort, votre mari est allé passer un examen médical complet dans une clinique de la ville. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Il ne présentait aucun signe de maladie cardiaque. Sa tension artérielle était normale. Tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par un empoisonnement et non par des problèmes de santé naturels. C'était la dernière preuve dont nous avions besoin. Ernest était un homme en bonne santé, assassiné par ses propres fils. « Steven, dis-je en lui prenant la main, merci d'avoir tenu ta promesse envers mon mari. Maintenant, faisons en sorte que justice soit faite. » Le soir même, Steven et moi nous sommes rendus directement au commissariat. Le sergent O'Connell travaillait de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nous. À notre arrivée, il était 20 heures et le poste était relativement calme. « Sergent O'Connell, dis-je d'une voix ferme, je dois déposer plainte pour le meurtre de mon mari Ernest. » Le sergent me regarda avec surprise. « Meurtre ? Madame Hayes ? Le certificat de décès indique qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail. Le certificat de décès est faux, ai-je répondu en posant le dossier de Steven sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Steven et moi avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photos de Charles achetant du méthanol, les documents bancaires attestant des retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest prouvant sa parfaite santé, et enfin, les conversations enregistrées, où mes fils avouaient le meurtre de leur père et leur projet de me tuer. Le sergent O'Connell écoutait chaque enregistrement avec une expression de plus en plus sérieuse. Quand nous avons terminé, il s'est adossé à sa chaise et a secoué la tête, incrédule. « C'est monstrueux », a-t-il murmuré. « Êtes-vous sûre de vouloir continuer, Madame Hayes ? Une fois vos fils arrêtés, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Sergent », ai-je répondu avec toute la dignité dont j'étais capable. « Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. Il faudra que le médecin légiste exhume le corps d'Ernest pour confirmer la présence de méthanol, a expliqué le sergent. Êtes-vous prêt ? Faites le nécessaire, ai-je répondu sans hésiter. Le sergent O'Connell a immédiatement appelé le procureur. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire a incité le procureur à se rendre personnellement au poste. Après avoir examiné toutes les preuves, il a immédiatement délivré des mandats d'arrêt contre Charles et Henry. Nous procéderons à l'aube, nous a-t-il expliqué. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'il ne puisse en détruire d'autres. Steven m'a raccompagné chez moi ce soir-là. « Tu es sûr que tu t'en sortiras seul ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Je m'en sortirai, » répondis-je. « Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. La justice
Et de mon côté, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine à regarder les photos d'Ernest accrochées au mur. Pour la première fois depuis sa mort, je n'éprouvais pas que de la douleur. J'éprouvais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction, sachant que justice serait bientôt rendue pour son meurtre. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Charles. « Maman, il faut que tu viennes chez Henri tout de suite. Il s'est passé quelque chose de terrible. » « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, l'air inquiet. Il vaut mieux que je l'explique en personne. Venez vite, s'il vous plaît. Je savais que c'était un piège. Après avoir écouté les enregistrements la veille, je savais qu'ils prévoyaient d'accélérer leur plan pour se débarrasser de moi, mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive. J'ai menti. Au lieu d'aller chez Henri, je suis restée dans ma cuisine à attendre. À 7h30 du matin, j'ai vu par ma fenêtre plusieurs voitures de police se diriger vers les maisons de mon fils, dans des directions différentes. Mon téléphone a sonné sans cesse pendant l'heure qui a suivi. D'abord Charles, puis Henri, tous deux avec des voix de plus en plus désespérées me demandant où j'étais, mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9h du matin, le sergent O'Connell a frappé à ma porte. « Madame Hayes, nous avons arrêté Charles et Henri. Ils sont en garde à vue, accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. » J'ai senti mes jambes trembler, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de soulagement. « Comment ont-ils réagi ?» ai-je demandé. Charles a d'abord tout nié, mais quand on lui a fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Henri a essayé de s'échapper par la fenêtre de derrière. On a dû le poursuivre sur 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Jasmine est venue me voir. Elle est arrivée en sanglots, suppliante, complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. « Madame Hayes, je vous en prie, vous devez abandonner les charges contre Charles. Il est pas mal. Il était désespéré à cause de ses dettes. C'est aussi ma faute. Je l'ai mis beaucoup de pression pour qu'il trouve de l'argent. Je l'ai regardé sans la moindre compassion. Jasmine, ton mari a empoisonné le mien. Il prévoyait de me tuer aussi. Il n'y a aucune explication ni justification à cela. Mais nous sommes une famille. » Elle a crié de désespoir. « Imagine ce que cela va faire à la famille. » « La famille est morte le jour où tu as décidé de tuer Ernest pour de l'argent, » ai-je répondu froidement. « Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma maison. » 3 jours plus tard, l'autopsie du corps d'Ernest a eu lieu. Les résultats du laboratoire ont confirmé exactement ce que Steven avait découvert. Des niveaux mortels de méthanol dans son organisme, suffisants pour provoquer tous les symptômes qu'il avait ressentis avant sa mort. L'affaire fit sensation dans toute la ville. Personne n'arrivait à croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux le qualifièrent de crime le plus cruel de la décennie. Au cours des semaines suivantes, l'enquête révéla de nouveaux détails. Charles devait en réalité 7 000 $ à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Henry avait perdu 5 000 $ dans des maisons de jeux clandestines et était également menacé. Ils avaient vu dans l'argent de l'assurance vie d'Ernest leur seul salut. Mais leur cupidité les avait poussés à augmenter les polices d'assurance si drastiquement qu'elle avait éveillé les soupçons de leur père. Nous avons également découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 $ en espèces de Charles. Il a également été arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Steven a expliqué en détail le plan qu'Ernest avait élaboré avec lui. Votre mari était plus malin que ses fils ne le croyaient. Il savait que quelque chose de grave allait arriver, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Charles et Henri, mais aussi pour vous protéger si quelque chose lui arrivait. Savait-il qu'ils allaient le tuer ? Demandai-je. Pas exactement, répondit Steven. Mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé des enregistreurs. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait être sûr que si quelque chose lui arrivait, la vérité éclaterait. Mon nid, même dans ces derniers jours, m'avait protégé. Il avait anticipé la trahison de notre fils et avait pris des mesures pour que justice soit faite.
Le procès devait s'ouvrir dans 2 mois. Charles et Henry étaient tous deux accusés de meurtre au 1er degré, une infraction passible, dans notre État, d'une peine de 25 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Le jour du procès est arrivé après 2 mois d'intense préparation juridique. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce que l'on appelait déjà l'affaire des filles meurtriers. Toute la ville était là. Des voisins, d'anciens collègues d'Ernest, et même des gens que je connaissais à peine, mais qui voulaient assister à ce moment historique de justice. J'ai porté ma plus belle robe noire, la même que celle que j'avais portée pour notre mariage il y a tant d'années, mais qui symbolisait désormais le deuil et la dignité. Steven m'a accompagné, assis à mes côtés tout au long du processus. Sa présence m'a donné la force d'affronter ce qui allait être le jour le plus difficile de ma vie. Charles et Henry sont entrés dans la salle d'audience menottés, vêtus de combinaisons orange de prison. Voir mes fils dans cet état me brisa le cœur une fois de plus, mais je n'éprouvais plus de pitié pour eux. Je ressentais seulement une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant d'assassiner physiquement leur père. Le procureur présenta l'affaire avec une précision accablante. Les enregistrements furent diffusés un par un au tribunal. Le silence était absolu chaque fois que les voix de Charles et Henry se faisaient entendre, planifiant froidement le meurtre d'Ernest. Lorsque le procureur a diffusé l'enregistrement où il projetait de me tuer, plusieurs personnes dans l'auditoire ont eu le souffle coupé. Une femme âgée s'est levée et a quitté la salle en pleurant. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était difficile d'accepter une telle cruauté. « Mesdames et messieurs les jurés », a déclaré le procureur lors de sa plaidoirie, il ne s'agit pas d'un cas ordinaire de cupidité familiale. Il s'agit d'un cas de préméditation froide et calculée, où 2 hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice, simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour rembourser leurs dettes de jeu et leurs emprunts irresponsables. Les avocats de Charles et Henry ont tenté de présenter une défense fondée sur des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales concernant la présence de méthanol dans le corps d'Ernest ne mentaient pas. Quand mon tour de témoigner est venu, je me suis dirigée vers la barre, les jambes tremblantes, mais l'esprit clair. J'attendais ce moment depuis des mois. Madame Hayes, le procureur, m'a demandé « Pouvez-vous nous dire quelle était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari ?» Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant Charles et Henry droit dans les yeux. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien, être. Leur père travaillait du matin au soir pour leur donner le meilleur de nous-mêmes. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour et le sacrifice seraient la raison de son meurtre. Avez-vous jamais soupçonné qu'il pourrait faire du mal à votre mari? Non. C'est le plus douloureux. Je leur faisais entièrement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Ernest avait eu un accident dans son magasin, je les ai crus. Vu la rapidité avec laquelle ils ont organisé les funérailles, j'ai pensé qu'ils faisaient preuve d'efficacité dans leur deuil. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils dissimulaient un meurtre. Charles baissa la tête pendant mon témoignage. Henry me lança un regard de défi, mais je vis des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes. Trop tard pour les regrets. Le moment le plus dramatique du procès fut lorsque le procureur décida de diffuser l'enregistrement intégral de la conversation où il planifiait mon propre meurtre. La voix de Charles emplit la salle d'audience. Une fois l'argent de l'assurance de papa récupéré, il faudra aussi se débarrasser de maman. Il ne faut pas risquer qu'elle se méfie. Un murmure d'horreur parcourut l'assistance. Plusieurs personnes se tournèrent vers moi avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cet enregistrement pour la première fois? Le procureur m'a demandé. J'ai réalisé que j'avais perdu mes 2 fils bien avant mon mari. Ai-je répondu d'une voix brisée mais ferme. Les bébés que j'allaitais, les enfants que je réconfortais dans leurs cauchemars, étaient morts et avaient été remplacés par 2 inconnus capables de toutes les cruautés pour de l'argent. La défense a tenté de me contre-interroger, suggérant que j'avais être mal interprété les intentions de mon fils, que le chagrin m'avait être poussé à exagérer les preuves, mais l'enregistrement parlait de lui-même. Steven a également témoigné, expliquant en détail comment Ernest l'avait engagé par peur de ses propres fils. Il a décrit chaque étape de l'enquête,
Chaque élément de preuve recueilli, chaque instant enregistré qui a révélé la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'examen, confirmant la présence mortelle de méthanol dans l'organisme d'Ernest. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, provoquant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant son décès. Après 3 jours de témoignages accablants, les plaidoiries finales sont arrivées. Le procureur était accablant. Charles et Henry ne sont pas victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui considéraient leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et dissimulé le meurtre d'Ernest et comptaient faire de même avec Margot. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent justice. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, le silence régnait dans la salle d'audience. J'entendais les battements de mon cœur, tandis que le juge lisait le verdict. Dans l'affaire opposant l'État à Charles Hayes et Henry Hayes pour meurtre au 1er degré sur la personne d'Ernest Hayes, nous déclarons les accusés coupables. La salle d'audience s'est embrasée de murmures et d'exclamations. Charles s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de son acte. Henry resta figé, le regard fixé droit devant lui, sans expression. Pour complot en vue de commettre un meurtre contre Margot Hayes, nous déclarons les accusés coupables. Le juge prononça immédiatement la sentence. Charles Hayes et Henry Hayes sont poursuivis pour le meurtre prémédité de votre père et le complot en vue de tuer votre mère. Je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. En entendant ces mots, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Justice. Enfin, justice était rendue pour Ernest. Après le procès, de nombreuses personnes sont venues me serrer dans leurs bras et m'exprimer leur soutien. Doris a pleuré avec moi, non pas de tristesse, mais de soulagement. « Margot, Ernest peut reposer en paix maintenant », me murmura-t-elle. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, qui semblait différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était redevenu ma maison, l'endroit où Ernest et moi avions été heureux pendant 42 ans. Steven est venu me rendre visite une semaine après le procès. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. « En paix ?» ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Ernest, je dors profondément. Je sais qu'il repose, car sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent, l'assurance, les économies. J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux, ai-je expliqué. Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles me permettent de vivre modestement jusqu'à la fin de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle venait de Charles. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais sache que je regrette tout. L'argent, les dettes, le désespoir. Ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Henry et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour 5 000 $ dont nous n'avons même pas profité. Demain, je me suiciderai dans ma cellule. Je ne peux pas vivre avec ce qu'on a fait. Prends soin de toi, maman. Dis à papa qu'on est désolé d'avoir été de si mauvais fils. Je ne suis pas arrivée à temps pour empêcher son suicide. » Charles a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Henry, en apprenant la mort de son frère, a fait une dépression nerveuse et a été transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai transformé la boutique d'Ernest en jardin où je cultive des fleurs que j'emporte sur sa tombe chaque dimanche. Steven est devenu un ami proche qui me rend visite régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent, mais ils sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris qu'une vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest a été ma véritable famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille aujourd'hui. La justice n'a pas ramené Ernest à la vie, mais elle m'a apporté la paix. Et les soirs tranquilles, assis sur la véranda, où nous prenions si souvent un café ensemble, je jure que je sens sa présence. Fier de moi d'avoir été assez fort pour faire ce qui était juste, même si cela signifiait perdre mes fils à jamais.
5 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux entièrement blancs reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit ma chère amie Doris, brillent d'un éclat qu'ils n'avaient pas auparavant. La maison où Ernest et moi avons bâti nos rêves est toujours mon refuge. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent économisé. J'ai peint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée de Nest, et j'ai transformé son ancienne boutique en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, comme il m'a appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Stephen Callahan est devenu bien plus que l'enquêteur qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille d'adoption. Il vient me voir tous les mercredis après-midi et nous prenons un café sur la véranda pendant qu'il me raconte ses autres affaires. Il me demande parfois si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils, s'il n'aurait pas été préférable de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais, je réponds toujours. La vérité blesse, mais les mensonges tuent l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de mon assurance vie est devenue plus grande que je ne l'aurais jamais imaginé. La fondation Ernest Hayes pour les victimes de crimes familiaux aide désormais chaque année des dizaines de familles ayant vécu des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des détectives privés qui œuvrent tous pour qu'aucune autre famille n'ait à subir en silence ce que j'ai enduré. Il y a 6 mois, une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Hélène Lanner et soupçonnait son frère d'avoir assassiné sa mère pour l'héritage. Son histoire ressemblait douloureusement à la mienne. Des proches cupides, des pressions pour vendre des propriétés, un comportement étrange après le décès. La fondation lui a fourni les services d'un détective privé, des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long de la procédure. Lorsque son frère a été reconnu coupable de meurtre 3 mois plus tard, Elaner est venue me serrer dans ses bras en pleurant. « Madame Hayes, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer le mien. » Ce sont ces moments qui me rappellent que toute la douleur que j'ai endurée en valait la peine. Henri est toujours en vie, même s'il n'est plus l'homme que j'ai connu. Après le suicide de Charles, son esprit s'est complètement effondré. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, persuadé qu'Ernest vient lui rendre visite chaque soir pour le réprimander pour le meurtre. Il a tenté de se suicider à 3 reprises, mais les gardiens de prison le surveillent constamment. Je reçois de temps en temps des lettres de lui. Elles sont incohérentes, pleines d'excuses désespérées et de joie d'être pardonné. Au début, je les lisais, cherchant une trace du fils que j'avais élevé avec tant d'amour, mais je réalise ensuite que la lecture de ces lettres n'a fait que rouvrir des blessures déjà cicatrisées. Maintenant, je les garde, fermées, dans une boîte à chaussures. Elle a disparu de la ville immédiatement après le procès. On m'a dit qu'elle avait déménagé en ville et changé de nom. Je ne la blâme pas. Porter le nom de famille d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Charles préparait, si elle était complice silencieuse du meurtre d'Ernest. Mais ces questions appartiennent au passé, et j'ai appris à vivre dans le présent. La ville de Spring Creek n'oubliera jamais cette affaire. C'est devenu une légende locale, une histoire que les parents racontent à leurs enfants pour les mettre en garde contre la cupidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne, d'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Peu m'importe ce qu'ils pensent. Je connais la vérité et elle m'a apporté la paix dont j'avais besoin. Ma santé reste étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin pu me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, m'a-t-il expliqué lors de mon dernier examen. Le dimanche matin est mon moment préféré. J'ai cueilli des fleurs fraîches dans mon jardin et je suis allée au cimetière pour me recueillir sur la tombe d'Ernest. Sa pierre tombale porte maintenant une inscription que j'ai fait graver après le procès. Ernest Hayes, époux bien-aimé, père trahi, homme d'honneur. Son amour a été plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé cette semaine.
Je lui parle de la fondation, des familles que nous avons aidées, des lettres de remerciement que je reçois de personnes qui ont obtenu justice grâce à notre histoire. Je jure que je sens son approbation dans le vent qui fait bouger les feuilles des arbres voisins. Sais-tu ce qui est le plus étrange, mon amour? Je l'ai dit lors de ma dernière visite, je ne ressens plus de douleur en pensant à Charles et Henri. Je ressens seulement de la pitié. De la pitié, car ils avaient tout l'amour du monde et ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils ont eu la chance d'être des hommes honorables comme vous et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de la ville est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose à dire à d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires. La famille n'excuse pas le crime, ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites est le véritable amour. Si quelqu'un qui prétend vous aimer est capable de vous faire du mal pour de l'argent ou par commodité, cette personne ne vous aime pas vraiment. Et il n'est jamais trop tard pour réclamer justice, quel que soit le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Ernest, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes y ont assisté. Voisins, membres de la fondation, familles que nous avons aidées, autorités locales. C'était magnifique de voir comment sa mort, initialement tragique, était devenue une force positive dans tant de vies. Steven a prononcé un discours émouvant. Ernest Hayes est mort à cause de la cupidité de son fils. Mais son héritage perdure dans chaque famille qui obtient justice grâce au courage de sa femme. Le mal a tenté de détruire son histoire, mais le bien l'a transformé en espoir pour d'autres. Le soir, avant de m'endormir, je sors parfois les vieilles photos de Charles et Henri enfants. Je les vois jouer dans le jardin, serrer leur père dans mes bras, rire avec moi des Noëls passés. Je me permets de pleurer pour ces enfants innocents qui ont existé avant que la cupidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire a fini par dépasser ma tragédie personnelle. Elle est devenue le symbole que la justice est possible, même lorsqu'elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que le mensonge, que le véritable amour est plus fort que la trahison et qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Demain, c'est mercredi et Steven viendra prendre un café comme toujours. Je lui préparerai sa pâtisserie préférée et lui parlerai des lettres de remerciement reçues cette semaine. Ensuite, nous travaillerons ensemble au jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue, plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille ne repose pas sur le sang, mais sur des valeurs communes. Un respect mutuel et un amour qui ne se transforme jamais en blessure. Ernest, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'avais faite sur ta tombe ce jour terrible. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché justice et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres. Ta mort n'a pas été vaine, mon amour. As-tu aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutes-tu? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si tu aimes l'histoire, tu peux me soutenir en m'envoyant un grand merci pour que je puisse continuer à raconter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre soutien. J'attends vos commentaires avec impatience. Vous pouvez découvrir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus à découvrir sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine histoire.